le deuxième pendant de ce beau projet, donc David Rocky. Et je vais partager. Qui va nous parler en fait du coup du traitement de ces données. Alors, The Office, très bon choix. Très grand fan. Moi aussi. Et donc ta présentation, c'est... Attends, parce qu'il y a un bug, je vais la refaire. C'est celle-là, hein. Ouais, alors... Ouais, je vais faire une autre version, mais au pire, t'as une autre version? Ouais, mais c'est pas grave, au pire, c'est... Okay. Je pense que... En fait, il y a un bug avec Teams, c'est nul. Parce que sinon, le titre a été changé entre-temps. Ah oui? Si c'est que le titre, c'est pas grave. Mais elle est dans le dossier ou pas? Parce que je peux te l'ouvrir, sinon... Non, je sais pas du tout. Mais tu l'avais mis c'est vraiment qu'un détail, c'est que... Ouais. C'est qu'un titre, non, c'était avec... C'est pas très... Ah oui? Ok, non, je vais te... C'est juste ce titre, en fait, qui change. Ouais, voilà, okay. C'est pas grave. Ok, ouais, je vais... C'est le contenu qui compte le titre, bon voilà. C'est ça, je crois. Oui, voilà. Ça, c'est bon. Le titre a été bon, entre-temps, okay. C'est pas grave, c'est pas grave, merci. Et ta fille... Attends, 2 secondes. Juste pour être sûr, ouais. Quand même... Et ouais, c'est bon. C'est bon, ouais. C'est à toi. Super. Bonjour à tous, du coup, je me présente. Moi, je suis Rocky David, actuellement en deuxième année de thèse, avec, du coup, comme vous avez été présenté, avec Adèle Cormier. Donc moi, ça va être toute la partie qui va être liée au traitement des données et apprentissage artificiel. Donc moi, mon but de cette thèse, ça va être, le titre de ma thèse, c'est apprentissage multimodal évolutif pour les données hétérogènes patrimoniales. Donc c'est un titre vraiment à rallonge. Mais on va voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, si je puis dire. Donc ça va se diviser en 3 parties. Première partie, je vais présenter un peu les données. Ensuite, on va s'attaquer au modèle. Et on finira par la suite sur tout ce qui est travail futur et conclusion. Alors, dans cette thèse, ça c'est le projet global de la thèse, donc qui se divise en plusieurs parties. On va d'abord commencer par s'attarder sur cette première partie, donc qui va être la partie plutôt récolte de données, acquisition et stockage des données. Parce qu'il faut savoir qu'en agence spéciale, le plus important, c'est d'avoir les données propres et bien préparées avant même de songer à appliquer un modèle, parce que si on a des mauvaises données, on a beau avoir un modèle aussi performant qu'on souhaite, ça ne retournera pas forcément des très très bonnes choses. Donc, avant de parler directement purement des données, on va se poser la question de l'utilisation de liens dans le patrimoine. Qu'est-ce qui a été fait avant? Et au final, pourquoi on souhaiterait proposer quelque chose de nouveau? Donc l'IA, c'est un domaine qui, on va dire, connaît un grand essor depuis après 2010, et c'est arrivé en patrimoine récemment, un peu comme dans tous les domaines d'ailleurs. Et actuellement, dans le patrimoine, qu'est-ce qui se passe? Donc on utilise des approches qui sont dites classiques, donc des modèles qui ont été prouvés comme étant très efficaces, très robustes. C'est des approches qui sont, on va dire, pas forcément novatrices et peu multimodales. Les modèles classiques sont peu multimodaux. Pourquoi? Parce que multimodal, c'est une problématique qui a été posée que très récemment, en fait. Avant, on se contentait d'appliquer un modèle, par exemple, pour le texte, un modèle pour la vidéo, un modèle, je sais pas, pour l'audio, peu importe. Et du coup, cette problématique multimodale commence à arriver et du coup, arrive aussi dans l'IA, mais pour l'instant, c'est assez peu présent. Et aussi, la problématique des données temporelles. Donc, qu'est-ce que c'est une donnée temporelle? Ça veut dire que c'est une donnée qu'on va prendre à l'instant T. T plus 1, T plus 2, T plus 3, T plus 4, T plus 5. Et ça a un impact, en fait, sur le traitement des données. On ne peut pas traiter les données classiques, on va dire, de la même façon qu'on traite les données temporelles. Il y a un traitement différent à appliquer. Et du coup, dans le patrimoine, qu'est-ce qui a été fait niveau modèle pur? Donc, on a des modèles qui est classique, donc CNN BERT. Qu'est-ce que c'est? Donc, un CNN, donc sans rentrer trop dans les détails techniques, c'est un modèle qui est utilisé pour tout ce qui est visuel, traitement visuel. BERT, ça va être plutôt pour tout ce qui est textuel. Et ensuite, on a Florence, qui est une approche multimodale qui est utilisée en patrimoine. Et maintenant, hop, on va se poser la question à partir de ce constat-là, nous, pour une problématique à nous, comment on va essayer de maximiser l'information et de proposer quelque chose, justement, de nouveau pour nos données à nous. Donc, avant même de se poser la question de comment maximiser l'information, il faut se poser la question de c'est quoi les problématiques principales lorsqu'on a du multimodal? C'est quoi les axes sur lesquels il faut faire très attention? On en a 3, majoritairement. C'est alignement des données, faire en sorte que chaque modalité corresponde bien à sa donnée. Et par exemple, si j'ai texte, audio, vidéo, on va faire en sorte qu'une donnée a bien son bon texte, sa bonne vidéo, son bon audio, tout simplement. On a le contexte. Qu'est-ce que c'est le contexte? C'est par exemple si je vais avoir une modalité audio, donc un son. Si jamais, lorsque je vais fusionner avec les autres modalités, elle perd son contexte, dans ce cas, il n'y a aucun intérêt à faire du multimodal parce qu'on perd l'information qu'on souhaitait conserver. Donc on veut garder ce contexte-là. Ensuite, on a l'information intermodalité. Le but du multimodal, ce qui est vraiment le cœur du multimodal, c'est qu'on va faire en sorte que si une modalité n'est pas très bonne,
sont compensés par les autres modalités. Par exemple, si j'ai un texte qui n'est pas bien traduit, peu importe, il manque des morceaux, l'audio peut compenser. Et donc pour ça, ça passe par les informations intermodalités. Hop. Donc ça, c'est un gros schéma des données. On va zoomer, ne vous inquiétez pas. On va commencer par zoomer par cette partie-là. Donc sur tout ce qui est des données pures. Ensuite, on s'attardera sur tout ce qui est traitement. Et enfin, sur la validation du modèle. Donc, si on commence par zoomer sur notre première partie. Donc on a différentes données. On a des données ponctuelles. Donc qu'est-ce que c'est des données ponctuelles? C'est des données qu'on va faire, comme a dit Adèle, via des campagnes de récolte de données. Donc on va les récolter, je ne sais pas, en janvier, puis ensuite en avril, etc. C'est des données qui sont ponctuelles. Et les données climatiques continues, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va poser un capteur et ça va récolter durant toute la journée, c'est en permanence. Pourquoi c'est important de préciser que c'est deux types de données différents? Parce qu'en fait, il faut savoir comment traiter ces deux types de données. Vu qu'on va les fusionner à terme, on ne peut pas dire, bon ben voilà, je fusionne les données qui sont récoltées 3 fois par an avec des données qui sont récoltées en continu. C'est pas possible. Du coup, pour ça, hop, arrive la partie justement évolution. On s'est dit, comment faire en fait pour conserver l'information tout en fusionnant ces données? Eh ben, on va faire des deltas. On va faire un différentiel tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire un différentiel, si on reprend nos données précédentes, toutes ces données-là, on va calculer en T1 moins T0, T2 moins T1, etc. Et à la fin, on fait un Tn moins T0. De façon à utiliser toute l'information fournie par ces données-là, tout en conservant leur contexte. Et à la fin, ça va nous donner un dataset, donc une base de données par site. Donc on a Bibrac, Strasbourg, pardon, et La Chapelle-Saint-Pierre. Donc ça, c'est un petit exemple très rapide de dataset pour dire que ça, c'est les données classiques qu'on a, et après, on peut rajouter ce qu'on veut. Donc là, c'est des médianes qui ont été mis au hasard. C'est pour dire qu'on peut rajouter autant d'informations, donc delta, qu'on veut à la suite de données pour amplifier les datasets. Donc maintenant qu'on a deux données, on sait notre problématique avec les alignements, etc. On sait qu'on va calculer les deltas. On va se poser la question maintenant, c'est quoi le modèle? Quel est le modèle qu'on va utiliser? Donc voilà, ça rentre dans la partie 2 de notre projet. Hop. Et donc, apprentissage multimodal. Donc là, c'est vraiment purement lié au domaine de l'IA et un peu moins du patrimoine. Désolé. L'apprentissage multimodal, pourquoi on a commencé à s'intéresser à ça et ça vient d'où? Donc, il faut savoir qu'on a des approches, comme je dis, dites classiques, donc que ce soit des approches statistiques, etc., ou des approches plus orientées vision. On avait nos modèles qui étaient bien définis. Et sont arrivés les transformers avec le fameux ChatGPT qui dérive d'un article de 2016 qui s'appelle Attention is all you need, qui du coup a introduit les bases du transformer. Et en fait, le transformer, ça va être un modèle qu'on va utiliser pour sa flexibilité et plus précisément une variante du transformer, ça sera étalé plus tard, qui sera un transformer multimodal et personalizer.io. Donc ça, c'est les approches classiques. Et ensuite, on a tout ce qui est gestion de la fusion des modalités. Une des grosses problématiques dans le domaine de l'IA et du multimodal, ça va être comment je fusionne mes modalités. Comment je fusionne le texte avec l'audio tout en gardant le contexte. C'est ce qui avait été dit précédemment. Donc, avant même de parler de tout ça, il y a 2-3 concepts que je vais expliquer qui vont être importants pour comprendre le fonctionnement du modèle. Donc, j'ai parlé d'attention tout à l'heure. Donc, c'est vous vous dites qu'est-ce que ça veut dire. L'attention, pendant ma phrase, par exemple, je m'appelle David. Et bien, en fait, l'ordinateur, je dis ça pour vulgariser, va prendre chaque mot et dire quelle est la chance que ce mot est avec tel mot. Donc, il va prendre je, il va regarder tous les autres mots, il va dire est-ce que je, ça va avec David, est-ce que ça va avec m'appelle, etc. Il va faire des probabilités ensuite. Et donc, c'est ce qui permet de créer de l'attention. À la fin, ça va rendre une suite de probabilités. Et l'intention croisée, ça consiste simplement à prendre par exemple la modalité audio, faire l'intention, ce que j'ai dit là, la transmettre à la modalité par exemple texte, peu importe. Et du coup, ça va faire que la modalité de texte, lorsqu'elle va faire l'intention, va prendre en compte l'intention de la modalité audio, donc va apprendre tout en ayant connaissance du voisin. À l'inverse, l'intention classique, c'est tout droit si je puis dire, ça prend en compte elle et tout, c'est égoïste. Ça va juste faire son tour de son côté sans prendre en compte les autres. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des attentions croisées pour nos modèles. Pour garder le contexte de chaque modalité. Ensuite, on va parler de données temporelles. Comment on gère les données temporelles? Eh bien, un mécanisme qui s'appelle des fenêtres glissantes. Ça veut dire que je vais prendre mes données à des zéros, je vais décaler d'un cran, jour plus 1, etc., etc. Ça va faire en sorte qu'on ne va pas passer au modèle les données d'un coup, on va y passer progressivement en ajoutant cette notion de temps. De façon à ce qu'ils comprennent qu'il y a cette notion-là et qu'ils puissent traiter de façon adéquate. Donc ça, c'est les détails mathématiques, donc j'y reviendrai s'il y a des questions dessus, sinon je passe un peu.
C'est vraiment plus par souci d'exhaustivité. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le transformer. Donc, notre modèle à nous, ce qu'on veut, c'est rendre ça multimodal. Donc un transformer, qu'est-ce que c'est? Ça fait peur, c'est un peu indigeste. Il y a un encodeur et un décodeur. Un partie encodeur, ça va consister à prendre les informations, à les rendre compréhensibles, mais que par ordinateur. Le décodeur, comme son indique, c'est comme si on vulgarisait le décodeur canal à l'époque, ça rend les informations lisibles pour tout le monde. Et bien c'est ça en fait, le décodeur. Le transformer va commencer avec ce qu'on appelle un encodage de positionnement. Donc il va prendre une donnée, il va dire, bah, ça c'est, toi tu es numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Il met une position pour nos données, tout simplement. Ensuite, il y a la normalisation. Donc voilà, ça va normaliser nos données après avoir appliqué une intention. Donc l'intention, c'est ce que je dis précédemment. Donc on va faire en sorte de calculer, de trouver le contexte de chaque donnée tout en prenant en compte le contexte du voisin. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec mon exemple sur intention croisée. Et on va normaliser pour être sûr que voilà, on lisse un peu notre résultat. Ensuite, on applique un réseau de neurones qui va apprendre les parties précédentes et on ajoute un couche de normalisation pour lisser le tout. Et après, on a pareil avec le décodeur, sauf que ça va rendre les informations compréhensibles pour l'utilisateur. Donc pareil, là, c'est des détails mathématiques, je passe un peu vite. Là, maintenant, on va rentrer à ce qu'on pourrait proposer nous. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre multimodal, maintenir le contexte et partager les informations entre les modalités. C'est les 3 premiers points pour l'instant sur lesquels on va se tarder. Donc, pour ça, on va utiliser le principe d'espace latent qui a été introduit dans l'article du persaver.io. Qu'est-ce qu'un espace latent? Ça va prendre les 4 modalités. Voilà, que j'ai pris pour exemple là, mais ça va prendre des modalités et ça va les fusionner dans l'espace confiné. C'est un peu comme quand on part en voyage, on a une valise, on va prendre une partie de notre penderie, une partie de notre salle de bain, etc. On va garder la fonctionnalité de chaque élément qu'on va prendre, mais ça va être minimisé. C'est ça l'espace latent. Donc, encore une fois, ça va utiliser ce formalisme mathématique. Parfois, je reviendrai dessus s'il y a des questions. Et nous, du coup, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc, si je résume un peu tout ce qu'on a vu, ce truc très théorique dont j'ai parlé depuis le début, on a un transformer de base. On sait que c'est une grosse architecture qui va permettre de capter le contexte global de données en appliquant différentes couches. Nous, on s'est inspiré du persaver.io qui rajoute cet espace latent, qui permet de faire la fusion des modalités. De fusionner les modalités de façon aussi plus optimisée. Donc, ça a aussi une notion de coût de calcul qui n'est pas à négliger, vu que c'est quand même des modèles assez lourds. Nous, ce qu'on va proposer en plus, c'est on va rajouter une notion de poids dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'un poids dynamique? Ça va être un poids qui va se mettre à jour au fur et à mesure des itérations pour nos modalités. On va rajouter la notion de fenêtre glissante, que j'ai expliqué précédemment pour gérer cette notion de temporalité, et un coût intermodalité. Donc en fait, on va rajouter des différentes fonctions de coût, une fenêtre glissante par-dessus une approche de persaver.io avec espace latent. Donc ça fait beaucoup de jargon, je pense. Mais à l'issue de ça, on en arrive à ça. Donc ça ne veut pas dire que pour l'instant, tout est fini, tout est merveilleux, tout est validé, tout est terminé. C'est trop beau. Ça veut dire que pour l'instant, c'est sûr sur quoi j'avance et voilà, c'est en cours. Et une fois que ça sera fini, il y aura la notion d'apprentissage continu à prendre en compte parce que, comme a dit Adèle, cette thèse, pour 3 ans, ça fait très limite. Le but, c'est que ça soit poursuivi après. Et du coup, qui dit poursuite de thèse sur un modèle, dit apprentissage futur. Et il y a un mécanisme qui s'appelle l'oubli catastrophique, qui est très agréable, qui fait que lorsqu'un modèle a appris, il réapprend plus tard, il oublie tout ce qu'il a appris. Il remplace par ses nouvelles connaissances. Et du coup, ça, il faut le prendre en compte, évidemment, parce qu'on veut rajouter ce mécanisme d'apprentissage continu pour pouvoir en permettre, dans 5 ans, 6 ans, peu importe, si quelqu'un souhaite reprendre le modèle, qu'il puisse le faire apprendre sans risquer de tout perdre. Ce serait un peu fâcheux. Du coup, dans le travail à venir, comme je l'ai dit précédemment, toutes les parties que j'ai mis en vert, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire que c'est en cours, c'est en état. Et le but, c'est d'approfondir chaque partie. La plus grosse problématique que j'ai actuellement et sur quoi je travaille, c'est proposer une nouvelle fonction de coût. Donc, qu'est-ce que c'est proposer une nouvelle fonction de coût? Ça va être en consultation avec les experts, donc en l'occurrence Adèle. Par exemple, proposer, dire voilà, est-ce que je favorise telle ou telle modalité? Comment je pénalise tel ou tel résultat du modèle? Et à l'issue de ça, on va appliquer une optimisation mathématique pour faire en sorte que lorsque j'applique ça au modèle, il puisse performer correctement. Ajouter la fonction d'apprentissage continu, comme dit précédemment, c'est pour éviter le public catastrophique.
Et enfin, les deux derniers points qui vont un peu de pair, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je teste mon modèle sur un jeu de données benchmark, donc un peu bateau, qui est juste là pour tester mon modèle purement. Le but, ça va être d'utiliser les premières récoltes de données qu'on va avoir et les appliquer à un modèle, voir ce qui est retourné, et avec ces résultats-là, proposer un premier article expliquant un peu toute cette méthodologie-là, avec des résultats plus concrets qu'un benchmark classique. Et merci pour votre attention. En fait, la version, c'était les 2-3 coquilles, genre, c'était... Ouais, mais ça, c'est parce que j'utilise LibreOffice. Ça, c'est le transfert, ça fait toujours ça. Bon, après, LibreOffice, ça, ouais. Non, mais c'est normal, ça fait toujours ça. Merci beaucoup. rien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Pourquoi vous êtes vraiment concentré sur les transformers, c'est pas plus sur les CNM? Alors moi, pourquoi j'ai pris Transformer? Parce que c'est une architecture qui est déjà de une très flexible. Donc je trouve que c'est quand même pas mal intéressant comme architecture où on peut vraiment ajouter ce qu'on veut et surtout ça a la capacité de capter le contexte global des données et surtout de façon très complexe. Chose que d'autres modèles, je trouve, le font, mais moins bien qu'un Transformer. Transformer, je trouve que ça s'adresse vraiment plus pour ces gens informatiques où on va avoir des données très larges, très hétérogènes, avec des contextes différents. Je trouvais Transformer multimodal, il y a déjà des approches qui ont été faites dessus, mais pour un Transformer et le rendre multimodal, pouvait mieux répondre à ces problématiques que les approches classiques qu'on rendait multimodales. J'avais notamment au début de ma thèse essayé de prendre les approches plus classiques, comme vous avez dit. J'avais essayé, que ce soit avec des régressions classiques, des SVM, peu importe. J'avais essayé un peu tous les modèles, on va dire, approuvés depuis quelques décennies, de les rendre multimodales. Et je trouvais que ça manquait un peu de précision, de cohérence, en fait, tout simplement. Et du coup, en cherchant, j'avais trouvé que les transformers multimodaux commençaient à être développés. Je suis tombé sur Perceval.io notamment. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, vas-y, on peut essayer de développer une approche dessus. J'ai fait 2-3 tests et c'est ça qui m'a convaincu. Donc, pour résumer tout ça, c'est vraiment capacité de traiter des données complexes et très larges, tout en conservant le contexte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Je me demandais, est-ce qu'il y a des images dans les données que tu récoltes? Oui, tout à fait. Alors, actuellement, on a images des données capteurs. Images des données capteurs. Comment tu fais quand tu fais rentrer des images et des tableaux ou des courbes pour normaliser? Enfin, je me demandais comment ça se passe. Alors, ce qui se passe en amont, c'est qu'on a ce qu'on appelle la partie feature extraction des variables. Donc, par exemple, mes images, je vais appliquer un algorithme traitement d'image, CNN, YOLO, peu importe, qui vont extraire les données. Après, ça va donner une matrice. Et c'est ça que tu vois. C'est ça. À la fin, on va normaliser en fait l'espace latent. L'espace latent, ça va être matrice, image, plus capteur, normalisation, tout ça. Okay. Et le fait que ça, pour revenir un peu sur la question de monsieur, comment on explique le fait que ça puisse traiter des données complexes et surtout assez larges? C'est le fait qu'il y a plusieurs couches d'attention, normalisation, réseau de neurones, le fait que ça applique ça plusieurs fois. Ça fait qu'en fait, au fur et à mesure, on apprend au modèle le contexte, mais à petit pas, au fur et à mesure. J'ai une autre question. Comment vous vérifiez la validité de ton algorithme? Justement, ça c'est... je ne sais pas si on peut remettre... Donc ça, c'est plutôt... Partager, mais c'est pas grave. De quoi? Non, mais c'est pas grave, c'est juste une question. Parce qu'il y a tellement d'étapes qu'il faut être... Alors, les métriques, parce que là, c'est la problématique plutôt de régression, c'est ce qu'on appelle les MSE et MAE. Voilà, c'est ça. Donc ça va être les métriques, notamment en sortie d'algorithme. Okay. Donc ça va être, vu que c'est une régression, tout simplement comparer une erreur moyenne quadratique, à savoir qu'une problématique de régression peut être convertie en problématique de classification. Donc on peut adapter, si par exemple, je ne sais pas, j'ai un chiffre hasard, 1,8, on peut dire c'est 2. Et du coup, on a des valeurs, on va dire, finies, limitées, discrètes, plutôt que des valeurs continues. Donc ça va être, là, pour l'instant, c'est une régression, donc c'est plutôt ces deux valeurs, ces mesures classiques qui sont utilisées en IA, d'ailleurs, qui vont servir à interpréter le modèle. Et dernière question, oui. Est-ce que ça sera mis en libre accès? C'est open source le code Voilà, pour l'instant c'est en test. D'accord, ouais. Ça sera mis sur GitHub et tout ça. Oui, ça sera disponible. D'accord. Et merci beaucoup. De rien.